L'anime, adapté du manga acclamé de Uoto, nous plonge dans un univers sombre et impitoyable. Nous sommes au XVe siècle en Europe, une époque où l'Église règne en maître absolu sur les esprits et les corps. Le dogme géocentrique, qui place la Terre au centre de l'univers, n'est pas une simple théorie scientifique. C'est un pilier fondamental de l'ordre social et religieux. Le contester revient à défier Dieu lui-même, un crime passible des pires châtiments, notamment le bûcher. L'histoire commence dans ce climat de peur et de répression intellectuelle, où la simple curiosité peut mener à une mort atroce. C'est dans ce contexte que naît une idée révolutionnaire, une vérité dangereuse, l'héliocentrisme. La série ne suit pas un seul protagoniste, mais plutôt une chaîne de personnages. Chacun, à sa manière, hérite de la quête de prouver que la Terre tourne autour du Soleil. Cette structure narrative unique souligne la nature collective et transgénérationnelle de la recherche scientifique. La vérité n'est pas découverte par un seul génie isolé, mais par une succession d'individus courageux qui se passent le flambeau du savoir. Chaque personnage est confronté au même dilemme: poursuivre cette quête de vérité au péril de sa vie, ou renoncer pour survivre dans un monde qui rejette la raison. Le récit explore avec une intensité rare le coût humain de la progression de la connaissance. Le cadre historique est dépeint avec une précision glaçante. La série ne se contente pas de montrer des savants dans leurs observatoires. Elle nous immerge dans la vie quotidienne du XVe siècle. On y voit la puissance écrasante de l'Inquisition, la paranoïa qui s'installe dans les communautés et la violence institutionnalisée contre ceux qui osent penser différemment. L'atmosphère est lourde, oppressante. Chaque conversation peut être espionnée. Chaque livre peut être considéré comme hérétique. Cette reconstitution minutieuse du contexte rend la quête des personnages encore plus poignante et leur courage encore plus admirable, car leur lutte n'est pas seulement intellectuelle, elle est une lutte pour la survie. L'histoire s'ouvre avec un jeune garçon prodige, Rafale. Il est destiné à une carrière ecclésiastique, mais sa passion pour l'astronomie le conduit sur un chemin périlleux. Il entre en contact avec un astronome hérétique qui lui transmet les bases de la théorie héliocentrique avant d'être capturé et exécuté. Cet événement tragique marque le début d'un long voyage. Rafale, puis d'autres après lui, consacreront leur existence à cette idée interdite. L'anime nous fait comprendre que la science n'est pas une progression linéaire et triomphale. Elle est faite de sacrifices, de recul et de moments de désespoir profond, où la beauté de l'univers se heurte à la brutalité des hommes. Le premier personnage central que nous rencontrons est Rafale. C'est un jeune orphelin d'une intelligence exceptionnelle. Son tuteur le pousse vers une carrière théologique, voyant en lui un futur grand homme d'église. Cependant, la passion de Rafale pour les étoiles et les mathématiques est plus forte que tout. Il est fasciné par la beauté et l'ordre du cosmos. Sa rencontre avec un savant hérétique va sceller son destin. Il incarne la pureté de la curiosité scientifique, une soif de connaissance qui n'est pas encore corrompue par la peur. Sa jeunesse et son optimisme initial contrastent violemment avec la fin tragique qui l'attend, établissant d'emblée le ton impitoyable de la série. Après la disparition de Rafale, le flambeau de la recherche est repris par d'autres. La série introduit une galerie de personnages issus de milieux très différents, chacun apportant sa propre pierre à l'édifice. On trouve Oxy, un combattant pragmatique et désabusé, et Badeni, un moine érudit qui voit dans l'héliocentrisme une élégance mathématique irrésistible. Ces personnages ne sont pas des héros parfaits. Ils sont rongés par le doute, la peur et des dilemmes moraux complexes. Leur humanité est palpable. Ils ne cherchent pas la gloire, mais simplement à comprendre le monde qui les entoure. Cette diversité de profils montre que la quête de vérité peut toucher n'importe qui, indépendamment de son statut social ou de son caractère.
Il est important de noter que, dans cet animé, la quasi-totalité des défenseurs de l'héliocentrisme sont eux-mêmes croyants. Ils ne remettent pas en cause l'existence de Dieu, ni même la valeur des textes religieux. Leur démarche n'est pas anti-religieuse. Ils cherchent à comprendre la beauté du monde à travers la science, tout en respectant leur foi. Ce qu'ils questionnent, ce n'est pas la religion, mais l'interprétation humaine que l'Église en fait. Chacun d'eux possède sa propre vision de la foi, mais tous partagent ce désir de concilier logique, science et spiritualité. Un autre personnage marquant est Nowak, un inquisiteur chargé de traquer les hérétiques. Il n'est pas présenté comme un simple antagoniste sadique. C'est un homme intelligent, cultivé et profondément convaincu de la justesse de sa mission. Il croit sincèrement que la théorie héliocentrique est une menace pour l'âme de l'humanité et la stabilité du monde. Sa confrontation avec les partisans de cette théorie est intellectuelle avant d'être physique. Il représente la force du dogme, une logique inflexible qui refuse toute remise en question. Ce personnage complexe nous oblige à comprendre les motivations de ceux qui s'opposent à la science, rendant le conflit encore plus profond et tragique. La série met en lumière la fragilité de ces chercheurs de vérité. Ils sont isolés, traqués, et souvent contraints de travailler dans le plus grand secret. Leurs relations sont marquées par la méfiance et la nécessité de dissimuler leurs véritables pensées. Pourtant, des liens forts se tissent entre eux, fondés sur un respect mutuel pour l'intelligence et le courage. Ils forment une communauté clandestine, une fraternité de l'ombre unie par une conviction commune. La série excelle à montrer comment ces individus, malgré leurs faiblesses et leurs peurs, trouvent la force de continuer en s'appuyant les uns sur les autres, même lorsque la mort est la seule issue probable à leur quête. Le conflit principal de l'animé, du mouvement de la Terre, est l'opposition viscérale entre la science et le dogme religieux. Un affrontement qui structure toute la narration. La série explore ce thème avec une profondeur remarquable, en montrant comment la quête de vérité scientifique se heurte à la rigidité des croyances établies. La science y est présentée non pas comme un ensemble de faits figés, mais comme un processus vivant, une méthode de questionnement, d'observation et de vérification, toujours en mouvement. Les personnages scientifiques incarnent cette démarche humble, acceptant l'erreur et cherchant sans cesse à affiner leur compréhension du réel, même au prix du doute et de l'incertitude. À l'inverse, le dogme est montré comme un système de croyances rigide et immuable qui n'exige pas de preuves, mais une foi aveugle et qui refuse toute remise en question. Cette opposition n'est pas seulement théorique. L'animé illustre avec force les conséquences dramatiques de ce conflit sur la vie des individus, pris entre loyauté, peur et désir de vérité. Les procès, les interrogatoires et les menaces de l'Inquisition rappellent que la recherche scientifique pouvait être un acte de rébellion, voire de survie. Un autre thème majeur est celui du sacrifice pour la connaissance. Chaque personnage qui choisit de poursuivre la recherche sur l'héliocentrisme sait qu'il risque sa liberté, son statut social et parfois sa vie. L'animé pose alors une question fondamentale. Jusqu'où est-on prêt à aller pour une idée ? La vérité vaut-elle que l'on meure pour elle ? Ce dilemme innerve chaque épisode. Les personnages ne sont pas des martyrs zélés. Ils luttent avec cette question, certains choisissant le silence pour protéger leurs proches, d'autres acceptant leur destin avec une résignation tragique. Cette tension entre courage et prudence donne à l'œuvre une dimension humaine et nuancée, loin de tout manichéisme. Ce thème confère à l'œuvre une dimension philosophique intense, nous interrogeant sur la valeur que nous accordons à la liberté de penser dans nos propres vies et sur le prix à payer pour défendre ses convictions. La série aborde également la nature de la vérité elle-même. Est-elle une révélation divine, intangible et absolue, ou le fruit d'une construction humaine, patiemment élaborée et sans cesse remise en question ? Pour les inquisiteurs,
La vérité est donnée par Dieu et consignée dans les textes sacrés. Toute déviation est une hérésie, un danger pour l'ordre établi. Pour les scientifiques, la vérité est une destination à atteindre à travers un long et difficile cheminement intellectuel. Elle se découvre, se calcule, se prouve et reste toujours perfectible. L'anime met en scène cette tension en montrant comment les deux camps utilisent la logique, la rhétorique et parfois la manipulation pour défendre leur vision du monde. La vérité devient alors un véritable champ de bataille, où s'affrontent des systèmes de pensée irréconciliables, et où chaque victoire ou défaite a des répercussions profondes. Enfin, Du mouvement de la Terre est une puissante allégorie sur la liberté d'expression et la résistance face à l'oppression, qu'elle soit religieuse, politique ou sociale. Bien que l'histoire se déroule au XVe siècle, son message résonne fortement avec les enjeux contemporains. La censure, la désinformation, la lutte pour la liberté de penser et de s'exprimer. La lutte des astronomes pour faire accepter une nouvelle idée fait écho à tous les combats menés contre la censure, la manipulation de l'information et les régimes autoritaires, hier comme aujourd'hui. L'anime nous rappelle que le progrès intellectuel et social est souvent le résultat du courage d'individus qui ont osé défier l'ordre établi, parfois au péril de leur vie. Il célèbre la force de l'esprit humain face à l'obscurantisme, tout en nous avertissant que cette lutte est un éternel recommencement. Ainsi, du mouvement de la Terre nous invite à réfléchir à notre propre rapport à la vérité, à la liberté et au courage, aujourd'hui plus que jamais. La structure narrative de l'anime est l'un de ses aspects les plus audacieux et originaux, et mérite qu'on s'y attarde. Plutôt que de suivre un seul héros du début à la fin, la série adopte une structure en relais, où le flambeau de la quête scientifique passe de main en main. Chaque arc narratif se concentre sur un nouveau personnage qui reprend la quête là où son prédécesseur l'a laissé, souvent après la mort ou la disparition de ce dernier. Cette succession de protagonistes met en lumière la fragilité de la transmission du savoir, mais aussi sa résilience face à l'oppression. On assiste à une véritable chaîne humaine où chaque maillon, aussi éphémère soit-il, contribue à l'avancée de la pensée. Ce choix a un effet puissant. Il dépersonnalise la découverte scientifique pour en faire une entreprise collective et historique. Le véritable héros de l'histoire n'est pas un individu, mais l'idée elle-même, l'héliocentrisme, qui survit à travers les générations malgré la persécution. Cette structure narrative renforce le sentiment d'une lutte longue et ardue, où la victoire n'est jamais acquise, mais toujours à reconquérir. Le spectateur ressent le poids du temps, la solitude des pionniers, mais aussi la force de la transmission. L'écriture est sobre, précise et sans concession, refusant tout pathos inutile. Les dialogues sont percutants, souvent empreints d'une tension psychologique palpable, où chaque mot compte. La série évite le manichéisme, préférant explorer la complexité des convictions et des doutes de chaque camp. Les antagonistes, comme l'inquisiteur Nowak, sont dotés d'une logique et d'une conviction qui les rendent crédibles, voire effrayants dans leur rationalité. Ils ne sont pas de simples obstacles, mais des personnages à part entière, porteurs d'une vision du monde cohérente, même si elle s'oppose à celle des protagonistes. L'anime ne cherche pas à nous réconforter. Il expose la dureté de l'époque, la solitude des penseurs et la violence du rejet. Le rythme est souvent lent, contemplatif, prenant le temps de nous immerger dans les réflexions des personnages, leurs doutes, leurs peurs, mais aussi leurs moments de grâce. Cette lenteur volontaire crée une atmosphère pesante, presque suffocante, qui rend chaque éclat de violence ou de révélation d'autant plus marquant. Les scènes de tension sont d'autant plus efficaces qu'elles surgissent dans ce climat de retenue. La mise en scène est d'une grande intelligence, jouant constamment sur la suggestion et l'économie de moyens. Le réalisateur utilise fréquemment des plans fixes, des compositions symétriques et un éclairage en clair-obscur pour souligner l'oppression, la clandestinité et l'isolement des personnages. Les scènes de dialogue sont souvent filmées de manière à créer une distance entre les personnages,
ou à les montrer comme piégés par leur environnement, encadrés par des portes ou des fenêtres comme s'ils étaient en prison. Cette mise en scène visuelle traduit la pression sociale et religieuse qui pèse sur eux et la difficulté de s'exprimer librement. Les moments de découverte scientifique, en revanche, sont souvent accompagnés de mouvements de caméra plus fluides, de plans larges sur le ciel étoilé, créant un contraste saisissant entre la beauté infinie du cosmos et l'étroitesse du monde des hommes. Ce contraste visuel souligne la portée universelle de la quête scientifique face à la petitesse des querelles humaines. Les choix de mise en scène renforcent constamment le propos de l'œuvre, chaque détail visuel venant appuyer le fond du récit. Par exemple, l'usage récurrent de symboles religieux comme la croix est souvent détourné pour évoquer la menace et la violence, mais aussi la foi sincère de certains personnages. Les scènes de torture ne sont jamais montrées de manière complaisante. Elles sont suggérées, leur horreur étant amplifiée par le son et les réactions des autres personnages. Cette retenue rend la violence encore plus insoutenable, car elle laisse place à l'imagination du spectateur. On ressent la peur, la douleur, mais aussi la dignité de ceux qui résistent. La mise en scène sert donc à la fois le réalisme historique et la portée thématique, faisant de chaque scène un tableau chargé de sens, où la forme et le fond sont en parfaite adéquation. En somme, la structure narrative et la mise en scène de l'animé s'entremêlent pour offrir une expérience immersive, exigeante et profondément marquante, où chaque choix artistique vise à faire ressentir au spectateur la grandeur et la difficulté de la quête de vérité. Le style artistique de est vraiment remarquable par son réalisme et sa sobriété. Le design des personnages est épuré, loin des canons esthétiques habituels de l'animation japonaise. Les visages sont expressifs mais sans exagération, avec des traits qui semblent taillés dans la pierre, reflétant, la dureté de leur existence. Les vêtements et les architectures sont recréés avec un souci du détail historique qui ancre fermement le récit dans son époque. Cette approche visuelle réaliste sert à renforcer la crédibilité de l'histoire et l'immersion du spectateur. On n'est pas dans un fantasme historique, mais dans une reconstitution quasi-documentaire. La palette de couleurs est volontairement limitée et désaturée. Les teintes dominantes sont les bruns, les gris et les ocres, couleurs de la terre, de la pierre et du bois. Cette gamme chromatique crée une atmosphère austère, voire étouffante, qui traduit parfaitement le climat d'oppression intellectuelle et spirituelle de l'époque. Cependant, cette monotonie est régulièrement brisée par des éclats de couleurs vives. Le bleu profond du ciel nocturne, le rouge sang d'une exécution ou l'or éclatant des décorations d'église apparaissent comme des touches symboliques puissantes, contrastant la beauté sublime de l'univers ou la violence brutale du pouvoir avec la grisaille du quotidien. La qualité de l'animation, bien que sobre, est d'une grande efficacité. Le studio Madhouse, réputé pour son excellence, a opté pour une animation qui privilégie la subtilité à l'esbrouffe. Les mouvements sont réalistes et mesurés. L'attention est portée sur les micro-expressions des personnages. Un regard fuyant, un léger tremblement de la main, une mâchoire qui se serre. C'est dans ces détails que se lie toute la tension psychologique du récit. Les scènes d'action ou de violence, bien que rares, sont animées avec une fluidité et un impact qui les rendent d'autant plus choquantes qu'elles tranchent avec le calme général de la série. Le traitement de la lumière est un élément central de l'esthétique de l'animé. Il s'inspire directement des maîtres de la peinture européenne, comme le Caravage, avec un usage magistral du clair-obscur. La plupart des scènes se déroulent dans des intérieurs sombres, éclairés seulement par la lueur d'une bougie ou d'un foyer. Cette lumière vacillante sculpte les visages et les décors, créant des zones d'ombre profondes où le danger peut se cacher. Elle symbolise la connaissance elle-même, une petite flamme fragile luttant pour percer les ténèbres de l'ignorance. Cette direction artistique cohérente et inspirée fait de l'animé une véritable œuvre d'art visuel.
La composition musicale joue un rôle essentiel dans l'établissement de son atmosphère unique. La bande sonore, signée par le compositeur Yoshiaki Dewa, est d'une grande subtilité. Elle s'éloigne des orchestrations grandiloquentes pour privilégier des arrangements minimalistes. On y entend souvent des instruments d'époque ou des sonorités qui les évoquent, comme le luth, la viole de gambe ou des chœurs discrets. Cette approche musicale ancre la série dans son contexte historique et renforce son réalisme. La musique n'est pas là pour dicter les émotions, mais pour les souligner avec délicatesse, créant un fond sonore qui épouse parfaitement la tension et la mélancolie du récit. Le silence est utilisé comme un instrument à part entière. De longues scènes se déroulent sans aucune musique, laissant toute la place au bruit d'ambiance, le crépitement d'un feu, le vent qui siffle, le grincement d'une porte. Ce recours fréquent au silence a plusieurs effets. Il accentue le sentiment d'isolement et de solitude des personnages. Il crée également une tension insoutenable lors des scènes d'interrogatoire ou de surveillance. Lorsque la musique intervient enfin, son impact est décuplé. Un simple accord de piano ou une note de violon peut alors suffire à exprimer une immense tristesse ou un bref instant d'émerveillement. Les thèmes musicaux sont utilisés de manière réfléchie pour accompagner les moments clés de l'histoire. Un leitmotiv mélancolique est souvent associé à la transmission du savoir, soulignant le lourd fardeau qui pèse sur les épaules de ceux qui le portent. Les moments de découverte astronomique sont quant à eux accompagnés de morceaux plus amples, presque éthérés, qui évoquent la majesté et le mystère du cosmos. Ces thèmes musicaux agissent comme des fils conducteurs, unifiant les différents arcs narratifs et soulignant la continuité de la quête à travers les personnages et les générations. Ils sont la voix de l'idée qui persiste malgré tout. Le design sonore est d'une précision remarquable. Chaque son contribue à l'immersion du spectateur dans ce XVe siècle brutal. Le bruit des chaînes, le claquement d'un fouet, le son mat d'un corps qui tombe, tout est traité avec un réalisme cru qui rend la violence physique presque palpable. À l'inverse, le son délicat d'une plume grattant sur le parchemin ou le cliquetis des instruments astronomiques devient une sorte de refuge, le son même de la raison au travail. Cette attention portée à l'environnement sonore fait de l'écoute de l'animé une expérience aussi riche et immersive que son visionnage. Du mouvement de la Terre se distingue nettement des autres animés traitant de thèmes historiques ou scientifiques. Contrairement à des séries comme Dr. Stone, qui adoptent une approche optimiste et ludique de la science, en la présentant comme un outil de reconstruction de la civilisation, Du mouvement de la Terre montre son versant le plus sombre. Ici, la science n'est pas une solution magique, mais une source de danger et de persécution. Cette vision tragique et réaliste de l'histoire des sciences est extrêmement rare dans l'animation, ce qui confère à l'œuvre un caractère unique et une maturité exceptionnelle. Comparé à d'autres récits historiques, comme Kingdom ou Vinland Saga, qui se concentrent sur les guerres, les stratégies politiques et les exploits de grands personnages, Du mouvement de la Terre choisit un champ de bataille différent, celui des idées. La lutte est intellectuelle, philosophique et morale. Les héros ne sont pas des guerriers ou des rois, mais des érudits, des artisans, des hommes ordinaires unis par une conviction. Cette approche offre une perspective nouvelle sur l'histoire, en montrant que les plus grandes révolutions ne se gagnent pas toujours par l'épée, mais par la force de la pensée et le courage de la défendre. L'œuvre se rapproche davantage de films comme Le nom de la rose, d'après le roman d'Umberto Eco, ou de pièces de théâtre comme La vie de Galilée de Bertolt Brecht. Elle partage avec ses œuvres une fascination pour les périodes de transition intellectuelle, le conflit entre la foi et la raison, et le rôle de l'individu face aux institutions oppressives. Cependant, en utilisant le format de l'animation et une structure narrative en relais, elle propose une expérience différente, peut-être plus viscérale et immersive.
l'animation permet de visualiser des concepts abstraits et de créer une atmosphère que le cinéma en prise de vue réelle aurait du mal à égaler avec la même intensité stylistique. En fin de compte, la place du mouvement de la Terre dans le paysage de l'animation est celle d'une œuvre exigeante et sans compromis. Elle ne cherche pas à plaire au plus grand nombre, mais à proposer une réflexion profonde sur des thèmes universels. Elle prouve que l'animation peut être un médium pour raconter des histoires adultes, complexes et d'une grande richesse intellectuelle. Elle s'adresse à un public en quête de récits qui ne se contentent pas de divertir, mais qui nourrissent l'esprit et poussent à la réflexion. C'est une œuvre qui élargit les horizons de ce que l'animation japonaise peut accomplir en s'inscrivant dans une tradition d'exigence intellectuelle et de questionnement sur le monde. Du mouvement de la Terre s'impose ainsi comme une référence incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la rencontre entre l'histoire, la science et l'art de l'animation. L'un des aspects les plus fascinants de cette série, c'est sa grande valeur éducative, qui va bien au-delà d'une simple leçon d'astronomie. Elle parvient à mêler la rigueur scientifique à la force émotionnelle d'un récit tragique, rendant l'apprentissage vivant et marquant. Bien que la série ne soit pas un documentaire, elle fait preuve d'une remarquable exactitude scientifique et historique pour l'époque qu'elle dépeint. Les débats entre les personnages sur les mouvements des planètes, les doutes, les remises en question, sont mis en scène avec intensité. Les arguments en faveur du géocentrisme sont exposés avec précision, et les premières ébauches de l'héliocentrisme sont présentées avec clarté, permettant aux spectateurs de saisir la révolution intellectuelle en cours. La série réussit l'exploit de rendre accessibles des concepts complexes sans jamais simplifier à l'excès les enjeux intellectuels du débat. Elle nous fait comprendre pourquoi, avec les outils de l'époque, le système de Ptolémée semblait si logique et pourquoi il a résisté si longtemps. La principale leçon de l'animé n'est cependant pas scientifique, mais épistémologique. Elle nous enseigne comment la science fonctionne, à travers l'expérience, le doute et la remise en cause des certitudes établies. Elle montre que le progrès scientifique n'est pas un chemin droit et facile, mais un processus sinueux, fait d'erreurs, de sacrifices et de persévérance. Elle illustre parfaitement le concept de paradigme de Thomas Kuhn, un modèle de pensée dominant qui résiste avec force à toute tentative de changement, même face à des preuves contraires. En nous montrant la violence de cette résistance, l'œuvre nous vaccine contre l'idée que la vérité scientifique s'impose toujours d'elle-même par sa seule évidence. Sur le plan historique, l'animé offre une reconstitution saisissante de la mentalité du XVe siècle, où la peur de l'inconnu et la pression sociale pesaient lourdement sur les esprits. Il nous aide à comprendre la puissance de l'Église, non seulement comme une institution politique, mais aussi comme le fondement de la vision du monde de l'époque. Touché au géocentrisme, c'était ébranler l'ordre divin et social dans son intégralité, ce qui explique la violence des réactions. Cette immersion historique est une leçon précieuse, car elle nous permet de ressentir la difficulté de penser autrement à une époque donnée. Elle nous rappelle que nos propres certitudes reposent sur un socle culturel et historique, et nous invite à faire preuve d'humilité intellectuelle. Elle nous apprend à juger le passé avec compréhension plutôt qu'avec la condescendance de notre savoir moderne. Enfin, la série a une portée éducative, civique et philosophique, en nous invitant à réfléchir à la liberté de penser et à la responsabilité individuelle. Elle nous met en garde contre les dangers du dogmatisme, de la censure et de la persécution des idées dissidentes qui peuvent surgir à toute époque. L'histoire de ces astronomes hérétiques est un miroir tendu à notre propre époque où la désinformation et la polarisation menacent le débat rationnel. L'animé nous enseigne le courage intellectuel, celui d'oser questionner, de chercher des preuves et de défendre la vérité même lorsqu'elle est impopulaire ou dangereuse. C'est une leçon fondamentale sur l'importance de la liberté de penser comme condition de tout progrès humain. En fin de compte, la tragédie de ces pionniers n'est pas vaine. Elle éclaire notre chemin, nous pousse à douter,
à apprendre et à ne jamais cesser de chercher la vérité, même au prix du doute et de la solitude. Dès sa parution en manga, a été salué par la critique pour son originalité, sa profondeur et son audace. L'œuvre de Woto a remporté de nombreux prix prestigieux, dont le Grand Prix du prix culturel Osamu Tezuka en 2022, une reconnaissance majeure dans le monde du manga. Les critiques ont loué la rigueur de la recherche historique, l'intelligence de la construction narrative et la puissance émotionnelle d'un récit qui parvient à rendre hommage à des figures oubliées de l'histoire des sciences. L'adaptation en animé par le studio Madhouse était donc très attendue, avec la lourde tâche de transposer à l'écran une œuvre aussi dense et exigeante. La réception de l'animé a été à l'image de celle du manga, extrêmement positive auprès d'un public averti et des critiques spécialisés. Les spectateurs ont été marqués par la maturité du ton, la qualité de la réalisation et la fidélité à l'esprit de l'œuvre originale. L'animé a été perçu non pas comme un simple produit de divertissement, mais comme une proposition artistique forte. Il a souvent été cité comme l'un des animés les plus intelligents et les plus importants de sa saison, voire de ces dernières années. Cependant, sa nature sombre, son rythme lent et sa complexité thématique l'ont rendu moins accessible au grand public, habitué à des formats plus conventionnels. L'héritage de réside principalement dans sa capacité à repousser les limites de ce que l'on attend d'un animé. Il s'inscrit dans une lignée d'œuvres qui cherchent à utiliser le médium pour explorer des sujets adultes et complexes avec le sérieux qu'ils méritent. Il a contribué à légitimer l'animation comme une forme d'art capable de rivaliser avec la littérature ou le cinéma d'auteur, en termes de profondeur intellectuelle et de portée philosophique. Il a montré qu'une histoire sur l'astronomie du XVe siècle pouvait être un thriller psychologique haletant et une réflexion poignante sur la condition humaine. En conclusion, Du mouvement de la Terre est une œuvre qui laisse une trace durable dans l'esprit de ceux qui la regardent. Elle nous apprend que le savoir a un coût, et que les libertés dont nous jouissons aujourd'hui ont été conquises au prix de sacrifices immenses. Elle nous invite à la vigilance face à toutes les formes d'obscurantisme. Plus qu'une simple histoire sur les étoiles, c'est un hymne à la curiosité, au courage et à la résilience de l'esprit humain. C'est une œuvre nécessaire, qui nous rappelle que la quête de la vérité, bien que souvent douloureuse, est ce qui nous définit en tant qu'êtres de raison et de passion.